Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition du retour du Java User Group de Québec. Donc pour cette première édition, on va parler d'accélérer votre développement Java avec Quarkus et OpenShift. Le déroulement de la réunion. Donc on demande aux gens de fermer leur micro, fermer les caméras. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Ensuite, je vais vous faire une petite présentation du Java User Group, qui on est, puis pourquoi on a redémarré le JUG. Puis ensuite, on a le main show, donc la présentation de Monsieur Félix Roberge. Puis, on va avoir un prix de présence. On fait tirer le Quarkus Cookbook à la fin. Et puis, des petites nouvelles du Java à la fin aussi. Donc, qui nous sommes? Le premier, Monsieur Éric Piché, qui fait du Java depuis 2003, qui a travaillé avec des outils d'IBM pendant quelques années, qui a fait du open source, puis maintenant qui travaille avec des outils d'Oracle. Éric a un bac en informatique de gestion à l'Université de Sherbrooke, puis a passé la plus grande partie de sa carrière dans un rôle d'architecte organique pour différents domaines, finance, aéronautique, éducation. Employé de CGI, il est impliqué dans des formations à l'interne, puis des groupes d'études menant aux certifications de OCA puis OCP Java depuis 2014. Monsieur Sylvain Cloutier, qui est détenteur d'un DEC en informatique du Cégep Sainte-Foy, possède plus de 10 années d'expérience en développement de systèmes informatiques. Réalise la grande majorité de ses mandats dans les compagnies de grande envergure au courant des dernières années. M. Cloutier a particulièrement travaillé dans des projets lui permettant d'aiguiser ses connaissances dans des technologies telles que Java, JavaScript, Node, C#, PHP, puis la programmation orientée à objet en général. Donc, M. Cloutier est une personne curieuse, sociable, rigoureuse, autonome et travailleuse, sans oublier sa facilité à transmettre ses connaissances auprès de ses collègues. Puis, moi-même, Michel Bernier, depuis l'an 2000, j'ai travaillé chez Speedware, Bombardier, Neuron, Ticketmaster et Cofomo. Je fais du Java depuis plus de 20 ans. Je suis à l'affût des nouvelles technos, toujours. J'ai un grand intérêt pour tout ce qui est open source. Depuis quelques années, je fais entre autres du cloud, AWS, Azure surtout. Je travaille dans le DevOps, l'agilité. Puis même si je suis polyglotte, j'utilise plein de langages, je reviens toujours au Java. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Java User Group existait, je crois qu'on est parti en 2011, jusqu'en 2015. Puis en 2015, pour différentes raisons, le JUG a cessé ses activités. Puis, au mois de janvier, M. Éric Piché m'a contacté parce qu'il avait l'intention de repartir le JUG. Il voulait avoir des accès et puis avoir des contrôles sur des choses. Puis, ben, j'ai dit, ben, ça donne bien, puisque moi aussi, je veux repartir le JUG depuis un certain temps. Donc, depuis le mois de janvier qu'on travaille là-dessus. Puis, ben, voici le résultat de notre première présentation, notre première activité du JUG. Un petit mot sur nos commanditaires. Donc, un gros merci à CGI, Cofomo et ESO qui ont mis à notre disponibilité des ressources pour avoir pu redémarrer le JUG. Puis, merci de croire au Java. Merci beaucoup. Aussi au JUG de Montréal qui nous ont donné un gros coup de pouce pour nous aider à mettre en place le JUG. Merci à Red Hat pour nous avoir proposé
premièrement, notre première conférence, et puis d'essayer de proposer pour nous aider à trouver des sujets éventuellement. Puis, merci à Oracle, entre autres, à M. Pierre Picard pour, dans le fond, nous avoir donné les ressources de l'ancien jog pour pouvoir redémarrer tout ça. Si jamais vous voulez vous impliquer dans le jog, c'est ouvert. Vous pouvez aller sur le site web www.quebec-jog.org pour avoir les nouvelles du jog, donc les prochaines conférences, les choses comme ça. On a aussi le groupe LinkedIn où on se communique. Vous pouvez vous inscrire sur le Slack, le Slack de communauté. Puis, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, vous pouvez toujours écrire au québec.jog@gmail.com. Puis, si vous voulez faire partie du comité organisateur, vous pouvez aussi communiquer au Québec Jog. Puis, on refuse personne présentement. C'est-tu une vraie question, Félix, que tu avais? Je vois ta main levée. Je pense que c'est non. Donc, sur ce, sans plus tarder, je donne la parole à Félix qui va nous faire sa présentation. Bon, est-ce que je suis dessus? Tout le monde m'entend bien? Très bien. Oui. J'entends bien. Super. Parfait. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Vous devriez voir mon écran. Oui. Donc, moi, je ne vous vois plus par contre, parce que je partage mon écran. Alors, je vais compter sur les gens du jog de pouvoir me monitorer. S'il y a des questions, pas hésiter à m'interrompre. Comme ça a été mentionné, mon nom est Félix Robert. Je suis un architecte de solutions spécialisé point de vue cloud et middleware pour Red Hat Canada. Je couvre tout ce qui est l'est du pays, donc Québec et les Maritimes. Puis je me sens vraiment privilégié d'être ici aujourd'hui pour partir la première talk du Java User Group de Québec là, après autant d'arrêts. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de parler de Java. Un peu comme quelques-uns des présentateurs disaient tout à l'heure, moi aussi, j'ai perdu un peu d'intérêt à Java. Ça fait 25 ans à peu près que je fais du Java là, depuis pas mal les tout débuts. Et dans les dernières années, quand le cloud est arrivé, ben, je trouvais moins d'intérêt à faire Java pour aller vers où est-ce que je voulais aller, jusqu'à temps que j'arrive et que je me mette à utiliser Quarkus. Et pour ce fait même, c'est un peu pourquoi que quand ils sont venus et ils m'ont demandé de faire un talk, j'avais des dizaines et des dizaines de sujets qui pouvaient venir dans ma tête que j'ai décidé de parler de Quarkus. Quoi de mieux que parler de Java dans un meet-up de Java, puis d'essayer de vraiment lui redonner la place qui lui revient. Puis on va faire ça ce midi avec Quarkus et OpenShift. Donc, c'est le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. On va parler un peu du Cloud Native développement. Vous me pardonnerez là, des anglicismes un peu à gauche et à droite et des fois sur les présentations, la littérature que j'ai n'a pas toujours été traduite. Fait que j'avais pas le choix de les garder en anglais. Fait qu'on va parler un peu du Cloud Native Development. Je ne connais pas vraiment de francisation pour ça. De Quarkus comme tel, on va amener un peu qu'est-ce qui est OpenShift puis pourquoi j'ai décidé de l'utiliser ici de ce côté-là. Et le plus important de la présentation, c'est la démo. Ça va peut-être aller vite au départ parce que je vais essayer de garder le plus de temps possible pour la portion démo. Dans la portion démo, on va vraiment prendre une application. On va essayer de développer un petit service Quarkus qui se branche à une base de données. On va le déployer dans une plateforme OpenShift. Et après, on va prendre le même service puis on va le rendre en serverless, puis on va le redéployer. Fait qu'on va être capable de voir la différence entre un service qui est déployé, je dirais, de façon plus traditionnelle et en serverless.
Fait que, sans plus tarder, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. N'hésitez pas là, à poser des questions. Il y a des gens qui sont en train de regarder. Et si je vois bien, là, il y a des gens aussi qui attendent pour rentrer. Là, ça vient de popper dans ma fenêtre. Donc, qu'est-ce que le Cloud Native? Quand le développement et les containers se sont mis à arriver, là, puis leur promesse de Build Once, Run Anywhere, ben, ça a ouvert un paquet de possibilités dans notre façon de construire, de maintenir puis de déployer nos applications. Les différentes business avec qui on fait affaire là, sont toutes devenues folles. On va pouvoir aller plus vite, on va pouvoir offrir des services plus rapidement à nos clients. Aller en production, ça va être vraiment rapide. C'était le monde fou là, il y a une dizaine d'années, je dirais que ça partait ça. Puis là, il est arrivé un paquet de choses. Le DevOps, l'automatisation des infrastructures, des concepts de développement comme les microservices, le serverless, les functions as a service, les idées un peu plus folles de « Hey, on va faire des two-pizza teams ». Il faut être capable, là, nos équipes vont travailler sur un service, puis on va être capable de nourrir l'équipe avec seulement que 2 pizzas. Moi, j'ai déjà travaillé avec un gars qui mangeait une large tout seul. Fait que ça ne faisait pas une très grosse équipe quand que lui, il faisait partie de l'équipe. Mais on voyait les concepts. On brisait qu'est-ce qui était notre gros monolithe. On le brisait en plein de petits services. Puis on disait aux gens, OK, ben vous allez travailler sur ces services-là. Si on va vraiment à la base, si on prend la CNCF, ils vont nous dire, ben un Cloud Native Application, c'est une application qui est faite pour rouler puis être capable de scaler facilement, autant en mémoire qu'en rapidité, puis vraiment de prendre les ressources que le cloud va nous offrir, que ce soit un cloud vraiment chez les vendeurs ou que ce soit un cloud qui est on-premise, être capable de prendre les ressources puis d'innover avec toutes les nouvelles applications qui viennent, qui s'installent sur nos machines. Si Kubernetes s'est vite établi comme étant la plateforme parfaite pour orchestrer ce type d'applications-là, explosées, qui roulent en des containers, parce que là, on avait plein d'applications qui roulaient partout. Là, ça nous prenait une façon d'être capable d'orchestrer ça. Kubernetes est venu régler ça. On s'est vite aperçu que ce n'était pas pareil quand on parlait au niveau des applications. Construire une application, ce n'était plus tout à fait pareil. Puis, les gens qui ont essayé là, de vraiment mettre des applications en container en 2014-2015, les premières fois qu'on commençait à jouer avec Docker, puis qu'on essayait de prendre une application Java puis les mettre en container, mais on s'est vite aperçu que Java est peut-être pas vraiment faite pour ça. Fait que, là, ça a forcé un paquet de monde. Désolé, il y a un délai, je pense, dans mes slides. Ça a forcé un paquet de monde à revoir un peu comment on développait nos applications. Si on regarde, par exemple, la slide que je suis en train de montrer à l'écran, dans la même espace mémoire, si on prenait une application Java simple, bien, on pouvait peut-être réussir à mettre 4 instances d'un container ou 4 applications différentes, si c'était le même, dans cet espace mémoire-là. Si on y va avec un Node.js, bien, on a fait des tests, puis il disait, hey, peut-être que tu serais capable d'en mettre 6. Puis si on va avec Go, on va encore plus loin, on est capable d'en mettre encore plus. Fait qu'encore mieux utiliser la mémoire que notre serveur nous donnait. Fait que ça a fait un peu comme moi. Il y a un paquet de développeurs qui ont dit, mais moi, je veux faire du Cloud Native, je veux pousser sur le cloud, fait que je vais aller faire du Node.js, je vais aller faire du Go, je vais aller faire d'autres types d'applications. Ça crée un certain problème parce que là, il faut apprendre un nouveau langage. On perd de l'efficacité. Les compagnies sont obligées de réécrire certains codes parce que là, hey, moi, j'avais un skill set en Java, puis mes développeurs, ben, ils sont tous en train de coder en Node.js, fait qu'on est obligé des fois d'avoir à réécrire du code. Parce qu'à la base, quand on s'est mis à rouler ça dans des containers, puis dans des clusters, puis dans le cloud, on s'est aperçu qu'avoir une densité d'applications était vraiment quelque chose d'important pour réussir à réduire aussi un peu les coûts d'opérationnalisation. Si je veux mettre 4 applications Java, puis je suis obligé de runner ça dans un cluster que j'y donne des dizaines de gigs de mémoire, puis
beaucoup de vCore, ben, j'ai aucun avantage à m'en aller vers des containers. J'utilise très mal les ressources, puis si j'emmène ça en plus dans le cloud, ben, je vais avoir une facture à la fin du mois qui va être extrêmement grosse. Fait que comment qu'on fait pour être capable de prendre vraiment avantage des plateformes infonuagiques tout en gardant notre expertise Java? Puis c'est là qu'est né Quarkus. Quarkus a été créé par une gang de passionnés de Java. Puis là, je ne sais pas si c'est qui ont pris leurs skills qu'il y avait en Java, puis qui ont créé un framework qui est vraiment là qui a été créé pour rouler sur Kubernetes, fabriqué pour prendre avantage de la OpenJDK, de GrailVM, puis c'est fait à partir de tous les meilleurs standards de Java, les meilleures librairies standards de Java, pour être capable d'optimiser son opérationnalisation. On va souvent référer à Quarkus comme étant le supersonic Java. En gros, Quarkus permet aux développeurs, aux entreprises, de capitaliser sur l'expertise Java qu'ils ont acquis depuis une vingtaine d'années. Si, tout comme moi, là, on a commencé au départ de Java en 1996, puis de prendre avantage des nouvelles capacités qu'offre le cloud. Pour moi, là, quand j'ai lu ça, j'ai fait hey, ça, c'est une super de belle promesse. Peut-être que la terre promise du cloud, là, en tant que Java développeur, était à ma porte. Fait que si on prend à peu près la même image, bien, on voit notre application plus traditionnelle de Java. On a encore nos 4 applications, nos 4 instances qui roulent dans la même espace mémoire. Puis, on a triplé l'espace, un peu plus que triplé, doublé et demi l'espace de Quarkus. Puis, si on va en plus en Quarkus Native, bien là, on peut aller encore plus loin. En Quarkus Native, là, il est possible de mettre jusqu'à 10 fois plus d'applications dans la même espace mémoire qu'une application qui a été faite traditionnellement en Spring Boot ou en Thorntail. Si on prend Thorntail, qui est une façon de Java de splitter un peu comment on construit notre Java, si on va sur leur site web présentement, ils vont vous dire on est en end of life, utilisez Wildfly ou Quarkus pour faire ce que vous avez de besoin. Quelques bénéfices de Quarkus, jusqu'à 300 fois plus rapide. Ça crée vraiment des petits artefacts. C'est vraiment focus sur la simplicité d'opérationnalisation. Open source, des releases très rapides de Quarkus. Puis ceux qui ont été avec Java là, il y a quelques années, il fait un temps aussi que Java avait comme pris du retard dans ses releases. Quarkus, ça va un petit peu vite, je dirais même, un peu comme JavaScript. Là. Et il y a des centaines et des centaines d'extensions qui ont été créées pour vraiment nous aider à faire les applications qu'on a besoin. Donc, si on regarde un peu la performance, puis ça, j'ai un slide. Vous allez le retrouver sur le site de Quio.io si vous voulez. Mais on va aller la preuve de ça dans l'application qu'on a créée. Fait que, si on voit là, rapidement, une application CRUD standard en Quarkus Native devrait prendre à peu près 28 MB. Ça, c'est juste le runtime. Si je le fais avec un Quarkus JVM, je ne l'ai pas optimisé avant de prendre 145 mégabits. Puis si j'écris la même affaire sur un stack traditionnel, je vais être autour de 209. Fait qu'on voit là, c'est 10 fois plus rapide, plus petit l'artefact qu'on a réussi à créer. Et c'est encore plus impressionnant quand on parle du boot up time. Moi, c'est qu'on va partir d'une application traditionnelle qui va prendre jusqu'à 10 secondes pour partir, ou pas tout à fait 10 secondes, à 0,42 secondes. C'est un peu pourquoi qu'on va être capable de faire du serverless avec Quarkus, parce que le boot up time est presque instantané. Puis c'est ça qu'on veut pour être capable de scale up, qu'on soit en serverless ou pas, pour être capable de scale up à la demande, il faut être capable de partir rapidement. Si ça me prend 10 secondes partir mon application, puis j'ai un gros rush qui rentre de données, mais ça va me prendre du temps à avoir des services pour être capable de venir m'aider. Tandis qu'avec 0,42 secondes, c'est pratiquement instantané. Fait que si on parle, je parle un peu des extensions. On peut le voir, des extensions,
on peut le voir comme des librairies, mais il y a plein de choses pour nous faciliter la vie, là, pour écrire, que ce soit du Spring, Rest Easy, du Kafka, quand on veut être plus en reactive, aller sur OpenShift, Hibernate. Il y en a pour les fins et les fous. Et une bonne façon ici de savoir à peu près tout ce qui est disponible, si on va sur code.quarkus.io, on voit ici une bonne... ils sont toutes en classification, mais on a une bonne aperçu de toutes les extensions qui vont là. Il y a aussi une possibilité de, s'il y avait quelque chose qui n'était pas là, on peut travailler avec l'équipe de Quarkus pour créer notre propre extension si c'est quelque chose qui nous tente. Parce que le code est open source. Et je sais que je vais un peu vite. Je veux vraiment m'assurer d'avoir un 25, sinon presque 30 minutes pour être capable de faire la démo par après. L'autre partie du puzzle de ce midi, c'est OpenShift. Puis je vais l'introduire rapidement parce que c'est important pour nous aider à rouler notre application. On veut essayer on dit que Quarkus est bon pour faire du cloud et du serverless, fait que j'avais besoin d'une plateforme pour être capable de le rouler celle-là. Fait que tout naturellement, aller vers OpenShift était pour moi assez naturel. OpenShift, ça nous permet de rouler notre code dans une infrastructure Kubernetes. Indépendamment où est-ce qu'on est, il va toujours rouler de la même façon. Que ce soit sur AWS, sur Azure, sur IBM Cloud, sur un OpenShift qui va être on-premise, sur un laptop si on a mis Code Ready Container. Donc, le développeur va toujours avoir la même expérience de développement. Parce que moi, c'est une chose que j'ai trouvée dernièrement pour les développeurs. Dans les dernières années, il fallait devenir presque des développeurs d'infrastructures aussi en même temps. C'était toujours important de savoir, OK, sur quoi que je roule, comment je crée mon infrastructure. Moi, je n'ai pas envie de ça. Quand je suis développeur, je veux downloader du code de GitHub, je veux me mettre à faire du code, je veux pousser le code, puis je veux que ça roule. Je n'ai plus envie de me casser la tête sur OK, faut-tu que je m'installe un Tomcat, faut-tu que je m'installe ci, faut-tu que je fasse ça? C'est pas important. Puis c'est la simplicité que Quarkus nous amène. On peut rapidement, avec 2 petites affaires sur notre ordinateur, se mettre à faire du Quarkus puis jouer avec Java. Puis avec OpenShift, encore aussi rapidement, je suis capable d'aller le déployer dans une plateforme. Les grandes lignes directeurs d'OpenShift, c'est construit sur du logiciel libre. C'est là pour être capable de continuer l'innovation puis d'introduire ça. Ça va rouler partout, comme je le disais. Ça offre une panoplie de choix pour les développeurs, qu'on soit Spring, Quarkus, Node.js. Puis tout ça, c'est automatisé. Et il y a tous des bénéfices aussi qui viennent avec, qu'on parle de Knative pour être capable de rouler du serverless, Tekton pour rouler des pipelines, des meshes, tout ce qu'on attend d'une plateforme de développement et de container. Donc, je vais prendre 2 secondes pour prendre mon souffle. Puis, alors, on va commencer par la portion, je pense que tout le monde est le plus intéressé, c'est la portion démo de l'application. Puis en parlant un peu avec les organisateurs du JOG, je pense que la portion serverless, c'était quelque chose qui les intéressait pas mal. Fait que je trouverais ça plate de manquer de temps et pas être capable de me rendre jusqu'à la portion serverless. Fait que pour ce faire, c'est assez simple. Moi, je vais être sur ma machine, je n'ai rien installé de spécial. J'ai Maven qui roule. J'ai un Java 11+, je crois que j'ai installé 16 l'autre fois pour faire un test. Mais ça prend, pour rouler avec Quarkus, ça me prend Maven, puis Java 11 et plus. J'ai aussi installé Grill VM pour être capable de compiler en natif tout à l'heure, mais ce n'est pas un prérequis pour être capable de faire du Quarkus. Et moi, je vais utiliser VS Code pour être ma plateforme, mon IDE de développement. La seule chose que j'ai mis de spécial dans mon VS Code, c'est le plugin Quarkus Skin qui me donne le look and feel qui est là parce que je le trouvais beau.
Mais il y a d'autres aussi extensions là, qui est possible de mettre pour être capable d'instancier un projet Quarkus ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, moi, je vais me concentrer à le faire un petit peu plus en command line parce que je trouve que c'est plus facile de voir les choses qui se passent. Là, est-ce que si quelqu'un peut me dire si l'écran c'est assez gros ou pas pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le VS Code, là, si vous voyez que c'est trop petit, n'hésitez pas à me le dire. C'est bon. Okay. C'est toujours un peu drôle parce que tu as tout le temps l'impression d'être un petit peu à parler tout seul devant ton écran dans ces meet-up-là virtuels. Là. J'ai bien hâte de refaire ça en avant d'un groupe. On dit dans le chat que ça a l'air à aller, fait que lâche pas. Parfait. Fait que, comme je disais, il y a 2 ou 3 façons de partir un projet Quarkus. Si on sait un peu qu'est-ce qu'on veut exactement, ben, je peux aller ici sur le code.quarkus.io puis dire, OK, ben, je donne c'est un Maven project normal. Là. Je dis, OK, mon groupe, mon artefact, la version du crée que je veux faire. Puis je peux choisir un paquet de plugins que je veux. Puis je dis, ben, génère-moi donc l'application. Il va me faire un zip. Il peut me le pousser directement dans un repository GitHub où je pourrais vous le sharer puis vous l'envoyer. Ça demande un peu plus de connaissances de qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là. C'est pour ça que je n'ai pas choisi d'aller de ce bord-là. Si j'avais installé le plugin dans Visual Code, ben, je pourrais faire Start New Project puis répondre à peu près aux mêmes questions qu'on vient de voir sur l'API. Et là, juste pour une simplicité, là, pour ne pas vous me regardiez taper constamment, ben, j'ai quand même certains snippets de code qui sont là que je vais copier au fur et à mesure pour essayer d'accélérer les choses. Je peux aussi le partir avec Maven. Pour ça que j'ai besoin de Maven un peu. Fait que Maven, je prends le plugin de Quarkus que j'ai besoin, le 13.6 qui est la dernière version de Quarkus qui vient de sortir. Je vais lui dire de me créer le projet mon group ID que j'appelle com.decat. Les gens, Decat est devenu un de mes surnoms quelque part au secondaire, fait qu'il est resté à travers moi un peu partout. Là, fait que vous allez le voir là, Decat, mon domaine name c'est Decat Coders, fait que c'est juste de là que ça vient. On va créer un produit qu'on a appelé Product Services. Et on va lui demander de nous créer un premier endpoint qui va s'appeler /product. Donc, si je fais ça ici, si tout va bien, il devrait me bootstrapper mon projet. Voilà, mon projet est bootstrappé. Et comme mon workspace est fait, OK, lit de tout ce que là, vous voyez, là, il est ici, mon projet, ici à gauche. J'ai mon projet Quarkus qui a été créé. Il m'a créé les pommes que j'ai besoin. J'ai mon main qui est là, mon endpoint qui est pour répondre. Et il m'a aussi créé une suite de tests pour être capable de tester mon application. Comme on va vouloir pousser ça tout à l'heure, moi je vais tout de suite je vais le mettre sur une branche Git pour tracer mes changements. En cas où qu'on fasse des erreurs, on va être capable de le faire tout à l'heure. Fait que juste pour voir, pour être sûr qu'il a bien roulé mon projet, là, je peux facilement partir mes tests. Puis c'est la seule fois que je vais rouler les tests. Là. En bon développeur, on va développer puis on ne se préoccupera pas des tests unitaires qui roulent autour. Excusez. Là, c'est moi qui ai fait une erreur. Je parle puis je ne regarde pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste... Vous m'excuserez, je n'ai pas initialisé la bonne affaire. Pour les commandes, pendant que je suis en train de corriger mon erreur, pour les commandes présentement, moi je suis sur Mac pour utiliser ma plateforme. Fait que j'utilise des commandes qui vont être un peu plus pour Mac pour faire ça. Il y a des commandes qui diffèrent un peu si on est sur Windows ou sur Linux, mais sur le site de quarkus.io, ils vont toujours vous donner la commande si vous êtes sur Windows à la place. Là. Fait que ça va aller mieux. Si je fais mon git init ici, on va être déjà dans le projet. Fait que, à partir d'ici, je peux rouler mes tests.
Puis là, il devrait juste rouler mes tests puis me dire « OK, c'est correct ». On ne passera pas trop de temps sur les tests unitaires. Je pense qu'on comprend à peu près tous ce qui est un test unitaire. Puis le but, ce n'est pas vraiment de voir ça, c'est vraiment d'être capable de livrer un produit Product Services en production. Puis tout ça dans les 22 prochaines minutes. Donc, si je veux par la suite, si je veux rouler mon application, je vais rouler mon application Quarkus. Je vais la compiler. Puis je vais dire, OK, roule-moi ça en développement. Il va partir mon application. Puis c'est ceux qui ont fait la transition vers du Node.js ou des React.js ou toutes ces choses-là qui font un NPM start, ben, c'est un petit peu la même affaire qu'on vient de faire. Là, je viens de partir mon application, puis il va me permettre de faire du hot swappable. Fait que je vais être capable d'aller changer le code, ajouter des extensions et des choses comme ça sans jamais repartir mon application, puis sans jamais avoir eu à installer un serveur à quelque part sur ma machine pour être capable de le faire. Fait que, avec Maven, la bonne dependency de Quarkus, mais je suis up and running présentement pour être capable d'aller faire qu'est-ce que j'ai de besoin. Fait qu'on voit ici rapidement là, dans ma GM, il me dit OK, ben, tu roules sur localhost, puis ça l'a pris, il devrait me donner le temps, là, ça y a pris 1.1774 secondes pour partir. Fait que si je vais juste ici, puis je viens taper mon localhost, 8080. Puis là, j'ai comme oublié qu'il fallait que j'y mette le path que j'ai de besoin. Il y a 30 yeux qui ont déjà vu l'erreur, puis moi, je ne la voyais pas. Mais bon. Fait que là, on voit mon application est up and running. Il me dit « Hello, rest easy ». C'est bon, rendu là. Alors, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. On va maintenant, moi j'ai fait on a une petite base de données ici. C'est une base de données produits qui comprend des produits et qui a 5 champs. 1, 2, 3, qui a 6 champs. Fait qu'on va aller créer avec Hibernate ORM parce qu'il est pas mal le leader de qu'est-ce qu'on va. Fait qu'avec Hibernate, on va aller créer l'entité qu'on a de besoin. On va utiliser aussi Panachi qui est avec Hibernate qui est là pour vraiment faciliter et rendre ça le fun, créer des entités. Là, parce que pour ceux qui en ont fait dans les dernières années, des fois, ça peut devenir long faire une entité. Fait qu'avec Panachi, on va être capable d'aller créer ça plus rapidement. Et on va utiliser aussi une extension Jackson pour être capable de sérialiser puis désérialiser cette entité-là pour en faire notre objet qu'on va passer à la base de données et au UI pour l'afficher. Architecturalement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on ferait. On voudrait peut-être créer une separation of concern, mais quand on a une vingtaine de minutes pour développer un service, c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est une possibilité qui nous est offerte et on va, on va en prendre pour acquis. Donc, là, si je me prends juste un autre terminal ici, comme on disait, je vais avoir besoin de l'extension de Jackson. Fait que je vais dire, OK, ben, ajoute-moi l'extension de Jackson parce que j'en ai besoin. Il faut que je sois dans mon projet. Là. Ça va mieux dans ce cas-là. Fait que je vais revenir ici. Fait que j'ai dit, ramène-moi l'extension. Il est allé la chercher, il est revenu. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher sur le web, trouver la version que j'avais besoin, changer mon pomme. Il a tout fait ça pour moi. Simplicité. On se concentre sur la simplicité puis de coder. J'aurais pu faire, si je veux savoir là, les extensions qui sont disponibles pour moi, mais je peux toujours n'importe quand rouler cette liste-là. Puis là, Maven va m'envoyer toutes les dépendances qui me sont disponibles. On voit ici, là, quand on le voit comme ça, on voit qu'il y en a énormément. Et tout ça, ben, ça s'est fait live. Il rajoute des choses de façon automatique. On peut le voir ici, là, dans mon Quarkus, là, il me dit, OK, ben, je t'ai installé le Rest Easy Jackson. Là. Il vient d'être installé dans mon application. Donc, là, par défaut, il m'a fait un REST, un endpoint qui a appelé
qui a appelé Hello Endpoint. On s'entend, ce côté-là, il n'y a pas de façon pour vraiment y changer le nom encore, autre que d'aller le changer. Fait que moi, je trouve ça un petit peu plate, là, parce qu'un endpoint qui s'appelle Hello Endpoint. Là. Fait que, on va le changer celui-là, puis on va l'appeler List Product. Oups, je vais essayer de ne pas être d'un test, par exemple. Ça va être mieux de ce côté-là. Fait que je vais venir dans mon code Java, puis dans mon get hello, je vais dire OK, ben list product. Puis au lieu de retourner ça, ben il va retourner je vais le travailler là, mais il va retourner la liste de produits. Okay. Comme c'est hot swappable, là, présentement, ça ne devrait avoir rien changé de ce côté-ci, puis il me retourne la liste de produits. Maintenant, allons créer cette liste de produits-là. La première chose que je vais avoir de besoin dans mon thumb, ici, je vais aller me créer un folder que je vais appeler module, que je vais appeler model. J'aurais pu l'appeler entité si je veux. Puis ici, je vais aller me créer je vais aller créer mon entité produit. Product.java. Et là, je vais dire, hey, crée-moi une entité. Ah, il ne veut pas me créer une entité. Ben oui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut l'entité, excusez, je vais retrouver mon français. On veut utiliser Hibernate et Postgres pour être capable, puis Panache pour être capable de le faire. Fait que je n'avais pas encore ajouté ces extensions-là. J'ai dit, il m'y manque, je vais aller les rajouter. Il va aller les faire. Il a ajouté dans mon pomme. Puis si je change de terminal ici, vous voyez, il est en train de repartir mon application. Comme ça, je peux aller live coder. En théorie, maintenant, je devrais être capable de faire ça. Je devrais être capable d'y ajouter un entity. J'ai comme un problème de... Ouais. Là, entity. Mon VS Code, des fois, se synchronise mal. Fait que ça me cause quelques problèmes. On va enlever ça ici. Okay. Vous m'excuserez, je vais avoir à le déliter. Les joies du live coding. Ce qu'on voit ici, là, il a bel et bien rajouté là, vous le voyez ici, là, il a rajouté l'ORM, Hibernate, ces choses-là. Là, je ne comprends juste pas pourquoi que mon application a malheureusement pas voulu, ne la voit pas présentement. On va essayer, ça a l'air d'être juste un problème. Je vais essayer de le taper pour le fun, javax. Vous voyez, il est là. Je ne comprends juste pas là, pourquoi que ici, là, il me le permet pas. C'est un petit problème. C'est un petit problème au niveau de Visual Studio. Mais mon Visual Studio, ce n'est pas un problème en général. Fait que ici, je vais voir mon entité. Je vais, juste pour accélérer un peu les choses, je vais venir copier le nom de la table qui est ici au lieu de la taper. Fait que, comme je vous ai montré un peu tout à l'heure dans la base de données, si la table s'appelle Product, qui est ici, et je vais aller créer le code qui est relativement simple. C'est mes 5 entités que j'ai besoin, puis mon ID. Donc, mes 5 entités, name, description, size, price, puis create date. Je vais venir extensionner cela de
Panachi Entity Base. Et là, c'est vraiment, je vais juste, là, il devrait m'enlever l'erreur qui est ici. Manque le extend, ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, quand on copie, il faut faire le cut and paste correctement. Puis, je vais y mettre le local time déjà là. Fait que j'ai fini mon entité. J'ai pas eu à faire les get et les set. Panachi, par réflexion, les met pour nous. Fait qu'il va être capable. J'ai pas besoin de les créer. Moi, j'aime bien faire le toString que je customise pour me donner qu'est-ce que j'ai besoin. Mais ici, j'ai un toString pour être capable de le faire. C'est bon, j'ai mon entité. Après, juste pour une separation of concern, je vais aller me faire un service. Dans mon service, je vais créer un product service. Product service.java. Là, en espérant, je vais lui donner mon application scope pour dire que je vais l'amener de ce côté-là. Puis il ne fera pas grand-chose, mon service présentement. Je vais lui faire une clause que je veux qu'il liste mes produits. OK. Donc, il va retourner quoi? Bien, il va me retourner ma liste de produits. Mon entité que j'ai créée tout à l'heure. Fait que je devrais être correct. Product. Là, c'est... Je l'ai écrit avec un P minuscule tantôt, c'est pour ça. Ouais. À ne pas faire. Je vais aller le... Ben, c'est pas que c'est à ne pas faire, là. C'est juste pas du très bon. Donc, dans mon Product Services, ici, je devrais être capable de venir y retourner ma liste de Product. Là, si tu... Point modèle, point... Ça se peut-tu que c'est ça qu'il n'a pas mis tout à l'heure en haut de ma classe Java qui faisait qu'il me causait un problème? Ouais. Ouais, tu ne sens pas avoir ta définition de package. Ouais, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas rentré tout à l'heure. OK, lui là, fait que là, il va être capable de le voir. Ouais. Et il va juste faire, comme je disais là, tout à l'heure, si je prends mon code de tout à l'heure, sur mon entité product, là, il me donne un paquet de variables, de méthodes que je peux rouler. Je peux faire des counts, je peux faire mon delete, je peux faire des find, je peux faire des lists, je peux le persister, je peux ouvrir un stream si j'ai besoin, juste pas que j'oublie de le fermer si je le fais. Donc, toutes mes opérations que je peux faire au niveau de la base de données, là, elle est prise en charge par l'entité Hibernate Panachi. Fait que c'est vraiment simple. Maintenant, rendu ça, je peux lui faire OK, ben fais-moi un find all. Parce que moi, je veux que tu me retournes le tout, puis retourne-moi là en liste. Puis là, je vais juste y mettre. Et là, je vais accélérer ça un peu pour le en liste. Return. C'est ma return de la liste. C'est ça ici que j'ai oublié de faire. Celui-là. On est correct ici. Fait que je vais venir après ça dans mon endpoint que j'avais qu'on avait tout à l'heure, notre ressource. Puis juste pour accélérer un peu les choses encore, je vais venir je devrais avoir ici
je vais y injecter notre service de tout à l'heure qu'on a créé. Java utile. Produit, list product. Petite question rapide comme ça, le temps que tu tapes, là, le inject, il va se le faire injecter à cause que tu as mis application scope sur ton service. Exactement. OK. Fait que dans le fond, ton container DI va aller scanner tes classes, puis quand il va trouver un application scope, il va le loader, puis ça te fait un singleton, c'est ça? C'est ça. Cool, thank you. Il y a de la belle magie. Non. Comme on sait, il n'y a pas vraiment de magie, mais honnêtement, là, je commence à croire qu'à quelque part, il va en avoir. Fait ici aussi, j'en ai profité pour rajouter aussi un autre service que j'ai appelé Health. Comme ça me permet de vraiment juste pigner. Ça va me permettre de juste pigner ce service-là si j'avais besoin de savoir si le service est up and running. Health, comme ça. Et donc là, en théorie, ça fonctionne. Il va juste... ça fonctionne pas si vous voyez mon écran présentement. Il va juste nous rester à venir configurer au niveau de la base, dire, OK, où c'est que tu vas trouver la base de données? Et là, juste, vous m'excuserez 2 secondes, ça va dans le resource application. Dans le resource, il y a un application.properties. J'ai tassé mon service là, pour ne pas vous donner mes mots de passe en faisant ça. Et là, je vais juste revenir ici. Je vais juste vous montrer un peu il est où. Là. Fait ici, là, qu'est-ce que je suis allé modifier? Là, c'est le fichier dans Resource Application Properties. Je suis allé lui rentrer les informations pour la base de données. Fait que là, en théorie, si je reroulais mon service de tout à l'heure, /product, si je roule ça, et là, j'ai un problème, j'ai fait un typo à quelque part. Ton path est en majuscule. Mon path? À commercial, path. Ouais, ici, ça, c'est une erreur. Mais il n'a pas l'air à aimer mon... Ouais, ici, en faisant mon typo, comme ça. Fait que si on fait ça ici, là, il devrait... Vous voyez, il m'a retourné le contenu de ma base de données. OK. Fait que rapidement, pour aller le déployer sur Open... là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une barre qui vient de m'apparaître qui est dans mon chemin. Fait que pour utiliser OpenShift, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir sur developer.redhat.com. Il y a une façon, il y a tout plein d'informations sur Quarkus, sur Kubernetes. C'est vraiment des ressources qui sont faites pour les développeurs, pour la communauté open source. Il y a une façon de le trouver. Moi, je connais à partir du Developer Sandbox, je peux aller partir une sandbox Kubernetes. Donc, ça nous prend juste un compte ici au niveau de la communauté. Moi, j'en ai un sur mon email personnel. J'en ai un ici sur mon email de Red Hat aussi. C'est pas vraiment important. Là. Pas besoin d'être un employé Red Hat pour pouvoir passer ici. Il faut juste avoir un compte. Et là, à partir d'ici, je vais être capable, je devrais rentrer dans mon sandbox. Là, je ne sais pas si je peux tasser ça parce qu'elle bloque un peu mon... OK, fait que je fais Developer Sandbox. Et là, je vais manquer un petit peu de temps pour être capable d'aller vous montrer vraiment le côté serverless, puis c'est quelque chose que j'aimerais avoir le temps de le faire. Fait qu'ici, là, vous voyez, j'ai fait, il y a une application qui roule présentement, qui est montée. Puis, ici,
si je rentre dans l'application, .com, puis je fais default 1, 2, 3. Ça, on a beau faire toutes les pratiques qu'on veut, on dirait que quand on se fait à le rouler pour vrai dans la vraie vie, ben ça fonctionne. Ça prend toujours plus de temps. Fait, ici, vous voyez, là, dans ma liste de menus, il n'y a rien parce que c'est le service qu'on est en train de loader. Si j'avais déployé mon service là présentement, je l'aurais vu. Fait que c'est ça ici qu'on va aller faire en serverless. Puis là, si je prends mon application, on l'a roulé depuis tout à l'heure, on la roule en mode développement. Fait que si je voulais la rouler en mode pour qu'elle aille la rouler natif, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je suis prêt à la rouler en serverless. Et là, je cherche comme je le cherche, je ne le trouverai pas. Fait que je veux la rouler en serverless. Fait que je vais venir ici créer mon application, puis je vais dire ici là, de me le rouler en portion native. Fait que je vais dire ça. Fait que Maven Clean, package, je veux que tu le packages. Puis là, je veux que tu me le run. Si je ne me trompe pas, là, c'est moins native, quelque chose comme ça. Là, ça se peut que je me. C'est parce que. Donnez-moi 2 secondes. C'est cette commande. Des commandes, des fois, qui ne nous restent pas dans la tête, puis celle-là, c'en est une. CTRL F. Parce que si je le roule sans le moins, il va le rouler en FATJAR, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Là, comme j'ai pas de ces points, regardez bien, on va aller le trouver. Ben, okay, je vais le retrouver, je vais vous la donner. Pendant ce temps-là, on va aller le début. Moi, j'ai fait un peu de show de cuisine. Je suis allé la faire, l'application en serverless. C'est pas ce que je voulais faire, désolé. Et ici, donc, je suis allé la faire. Vous voyez, j'ai une image Product Services qui roule. Puis, on va venir ici dans mon compte et je vais aller déployer une image, l'image en serverless directement dans sous un Kubernetes qui est OpenShift. Si je me connecte dedans. C'est une image Docker que tu déploies? Présentement, ouais, tu prends le runtime de natif, puis je l'ai wrappé dans un Docker que j'ai envoyé sur Quay. Mais oui, c'est exactement ça. Fait que si vous voyez, dans mon OpenShift présentement, si je rentre en mode développeur, je vais aller voir ma topologie. J'ai la même application qui roule là. Puis si je vais voir, puis je rentre dedans, c'est mon application tout à l'heure. La différence, c'est que tout à l'heure, j'étais dans le sandbox. Ici, je suis dans un environnement sur AWS, mais quand on parle qu'on a la même environnement, c'est seamless, n'importe où qu'on est, ben, c'est un peu ça qu'ici, on vient de démontrer. Fait que vous voyez, là, c'est mes deux applications qui se parlent. Là. Je vais chercher mon service qui roule dans mon sandbox à partir d'ici. J'ai rien. Parfait. Fait que je vais venir ici, je vais dire OK, add. Je vais aller chercher l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Fait qu'on va dire OK, je veux aller chercher sur Quay le Product Services. On va y changer l'image ici, on va y mettre dans notre topologie un Quarkus. Je vais venir ici, hey, donne-moi un Knative Service parce qu'il est serverless. Et là, je suis. Attendez-moi une seconde, il n'y a pas délité les midstream tout à l'heure. Workflow built. Midstream. J'avais déjà fait l'exercice tout à l'heure pour être certain que tout était bien connecté. Il n'y avait pas délité une portion.
Fait que si je fais ici Container Image, je vais juste reprendre les mêmes choses. Je vais y mettre ici mon Quarkus juste pour que ça fasse plus beau dans mon Knative. Je fais Create Service. Il devrait rentrer dans ma topologie. Il est ici. Tranquillement, pas vite. Oh, il vient de me mettre. Il est parti. Il devrait rouler à peu près 30 secondes. Fait que là, si je viens ici dans mon produit, il est venu linker à ma base de données, puis il m'envoie les produits. Là, si vous me donnez encore 30 secondes, ben, il devrait mourir comme un bon serverless. Puis on va voir ici le log. Là. Vous voyez, là, il a pris 0.23 secondes pour démarrer. Oh, il n'y a plus rien. Pourquoi? Ben, il vient de le tuer. Là. Fait que, si je vais voir ici, là, il devrait l'avoir tué, je pense. En tout cas. Ah. Fait qu'il devrait mourir tranquillement, pas vite. Fait que si je reviens juste rapidement, qu'est-ce qu'il fait en native? En réalité, quand il compile, là, ben, il vient enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour rouler. Fait que si, comme là, présentement, j'ai mis Hibernate ORM, ben, il a enlevé tout ce qui était Oracle. Il a gardé juste ce qui était Postgres. Fait qu'il réussit là, comme ça à vraiment aller extraire juste le nécessaire pour être capable de créer l'artefact qu'il a besoin pour rouler. Fait que pendant que je dis ça, il devrait, vous voyez, il l'a terminé. Fait que si je viens ici sur mon produit, je rafraîchis. Oh, là, j'ai ici, regardez, container, paf, il vient de partir. Fait que ici, il m'affiche mes données. C'est un petit peu plus lent que real-time, on s'entend. Il y a eu, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour venir démontrer, mais on voit qu'il ferme, puis c'est le même code. Je n'ai rien fait de particulier pour rouler mon code en Knative. La seule chose que j'ai fait, c'est de le compiler d'une autre façon. Et donc, merci. J'aurais pu continuer encore, mais je merci. Comme vous pouvez me trouver sur LinkedIn, mon GitHub fait que le code, il y a du code qui se retrouve là. L'image est sur Quay à quay.io, Félix Roberge, puis je suis toujours trouvable sur Twitter au besoin. Donc, c'est à peu près ça. J'en profite pour te poser une autre petite question, Félix. Parfait. Il n'y a pas beaucoup de gens, j'en profite là, pour en poser des questions, mais tu as parlé tantôt là, pour l'accès aux données dans ton application, tu passais directement par le modèle, il y avait des méthodes statiques attachées à ta classe. Là. Ouais. Y a-t-il moyen quand même d'avoir un peu les mêmes avantages que Spring Data nous offre, là, de se créer une couche repository puis avoir des fonctions avec des noms prédéfinis qui vont te générer des requêtes automatiquement? Oui, il y a deux modèles. Tu peux aller vraiment le modèle repository, puis toi, tu as besoin de faire tes choses, ou tu peux aller avec le modèle un peu plus dynamique, comme moi j'ai créé. Après ça, c'est une question de préférence, puis c'est une question de qu'est-ce que je vais faire avec l'application. C'est probablement que si je faisais quelque chose vraiment en production, là, que je veux que ça soit enterprise ready et tout, ben peut-être que je serais allé dans un modèle un peu plus repository. Mais on voit que les choses changent un petit peu parce que l'avantage du modèle que moi j'ai fait, là, quand tu vas rentrer plus dans le reactive, ben là, c'est plus facile de le faire réagir sur certains événements. Moi, j'ai utilisé le ORM Panache qui était réactif. Fait que si j'avais un endpoint qui rentrait sur un add product, ben, il pourrait suite appeler mon persist pour rentrer l'information par le message. Fait que, ça dépend toujours du use case. En un nutshell, oui, c'est toujours possible de garder le repository. T'sais, moi, j'ai fait un peu un hybride des deux. Là. Je suis allé me chercher, mettre une couche service par-dessus qui fait un peu mon repository, mais c'est au choix. Les deux sont disponibles. OK. On a Mathieu aussi qui veut savoir si tu aurais des formations Quarkus ou Hibernate à conseiller. Hibernate, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de formation Hibernate. Là, je serais bien. Je sais que le Pluralsight dans le temps, puis LinkedIn Learning avait des choses assez poussées pour montrer l'ORM d'Hibernate. J'irai vers là si vous voulez voir. La meilleure façon là, pour partir avec Quarkus, si vous voulez vraiment, puis faire certains. Si on va ici là, au niveau du développeur redhat.com,
sous Quarkus. Il y en a là, Getting Started with Quarkus, comment faire une transformation de tes tests vers Spring Boot pour passer vers Quarkus, du Reactive en Quarkus. Là, il y en a beaucoup d'informations qui viennent ici. Ça sera un bon point de départ. Là. Cool, merci. Bienvenue. Il ne semble pas y avoir d'autres. Ah ben oui, il y a Maguette qui dit qu'est-ce que Quarkus apporte de différent de plus par rapport aux autres frameworks comme Spring Boot? Ben, si on fait. Spring Boot là, était un des premiers, je dirais, là, à avoir essayé d'accélérer Java. Hein, avec un paquet de choses. Puis oui, dans les extensions, puis j'en parlais justement, j'ai un ami qui est très Spring Boot, qui est fervent Spring Boot, puis on en parlait un peu, puis il disait, ouais, mais ça, je le fais, ça, je le fais, ça, je le fais en Spring Boot. La grosse différence vient ici, là, entre autres. Là. Moi, là, tu ne seras pas capable d'atteindre ces performances-là avec Spring Boot. Spring Boot a été créé pour accélérer les choses, mais n'a pas été créé pour faire du cloud native. Je pense que, si je ne me trompe pas, le Spring sont même en train de travailler sur, c'est pas leur Spring Cloud ou quelque chose comme ça, là, qui essaie de faire une couche un peu plus élevée par-dessus Spring Boot pour être capable d'aller encore plus vite. C'est pour ça qu'il y a des textes, là, il y a un paquet d'informations pour être capable de faire du Quarkus, pour les développeurs Spring Boot, pour faire la migration vers Quarkus. Et aussi, c'est pour ça qu'on va trouver une extension. Là, puis je pensais qu'il y a les extensions pour Spring, pour ne pas avoir à refaire tout le code qui est en arrière. Comme je disais tout à l'heure, on a fallu faire écrire du code, mais ce n'est pas parce qu'on adopte Quarkus qu'on est obligé de flusher tout ce qu'on a de besoin. C'est juste une optimisation qui est prête pour le cloud et roulée sur des environnements Kubernetes. Puis d'abord, je vais renchérir. Là. Il y a Michel qui pose une autre question, mais j'avais vu ça tantôt aussi, Spring Native, là, qui vient juste de lancer en mars là, quelque chose qui est compatible avec GraalVM. Là. Ça serait-tu un alternative à Quarkus? Possible. Je ne l'ai pas encore regardé. C'est pas que, mais c'est certain qu'à quelque part, les gens de Spring, ils vont regarder ça et ils vont dire, hey, on se laissera pas manger la laine sur le dos un peu. C'est vraiment des passionnés. Si on prend les gens qui ont parti Quarkus, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement suivi Oracle. Quand Java a été acheté vers Oracle, c'est vraiment un panoplie de Java Champion et des choses qui ont fait hey, nous, là, on veut vraiment faire vivre Java comme Java devrait vivre. C'est un peu comme ça que le projet est parti. Puis là-dedans, il y a des Java Champions qui sont des Spring Boot Advocates. Mais c'était vraiment ça le but. C'est vraiment de redonner les lettres de noblesse à Java, mais sans la beauté de Java, c'est que c'est un écosystème. Moi aussi que tu avais des Spring Boot, puis des choses comme, puis des Spring dans le temps, puis des choses comme ça. Puis, comme on voit avec toutes les extensions, Quarkus n'a pas la prétention comme projet open source de venir enlever tout ça autour d'eux, mais de contribuer pour s'assurer que Java est le plus sain possible. Good. Ça ferait le tour, je pense. À moins que quelqu'un veuille lancer une question de dernière minute dans le chat. Moi, je veux juste m'excuser de ne pas avoir eu le temps de pousser le code en source to image. Là, parce que je ne sais pas combien de fois je l'ai timé en fin de semaine. Là, ça me prenait vraiment 25 minutes pour faire l'application. Fait que je m'en excuse. C'est vraiment intéressant, en tout cas en ce qui me concerne. Là, il y a beaucoup de nouveautés dans ce que tu nous as tout montré aujourd'hui. Puis je vais réécouter la vidéo qu'on va mettre en ligne. Là, puis je vais analyser ça un petit peu plus de mon côté. Là, fait que, pour ma part, en tout cas, c'était super enrichissant. Là. Merci beaucoup, là, Félix. Yes, merci. N'hésitez pas, là, les gens qui sont en ligne. Là, je ne sais pas comment je vais faire pour... Ah, je peux-tu le retrouver de même pour arrêter de partager mon écran? Ben, n'hésitez pas, là, je vais laisser mes informations au bout de la ligne. Là, fait que s'il y a des gens là, qui veulent me contacter ou par, vous avez vu mon courriel aussi Redat, froberge@redat.com.
Ça va me faire plaisir là, de vous répondre ou de trouver un lien de réponse si moi je ne l'ai pas. Là. Excellent. Merci beaucoup. Plaisir. Super. Sylvain, tu nous clôt la session avec les dernières nouveautés, parce que là, on dépasse déjà. On dépasse, je vais faire ça vite. Je vais faire ça super vite. Là. Dans le fond, merci à tout le monde de votre présence. Là. Ça a été vraiment cool comme première édition. Je suis vraiment surpris de voir à quel point il y a eu autant de monde. Là. Ça quitte, il n'y a pas de stress. Ça va être juste des nouvelles sur Java que vous pouvez trouver sur Internet. Là. Merci à tout le monde. Ça a été vraiment, vraiment cool. On refait ça très bientôt. Moi aussi, là, comme Félix disait, j'ai été un des gars Java qui a délaissé Java là, au profit de Node.js dans le passé. Puis ça m'a permis un peu là, en me relançant dans le jog, de redécouvrir un peu l'écosystème Java, voir comment il avait évolué. J'ai été surpris là, de voir que NetBeans avait été transféré à Apache. Je n'étais pas au courant, ça date de 2016, là, mais c'est un projet qui a été transféré à Apache de Oracle. Puis on a aussi J2EE qui a été transféré à la fondation Eclipse en 2019. C'est quand même très cool. Fait que si jamais vous voyez des Jakarta au lieu de Java sur Internet, ça se peut que ça soit en lien à ça. Sinon, plus proche de nous, là, on a en avril cette année, il y a Microsoft qui a lancé son propre build de l'OpenJDK qui fonctionne un petit peu mieux avec Azure. Des Java Champion. Désolé. Pas stress. On a aussi en mars, là, on en parlait tantôt avec les questions, Spring qui a lancé Spring Native qui compile avec GraalVM. Ils se vantent là, d'avoir des temps de lancement en bas de 100 millisecondes aussi. Il n'y a pas besoin de JVM pour déployer ça avec des temps des meilleures performances à l'exécution. Ça serait à tester, là, voir avec l'avantage de ça par rapport à Quarkus. Sinon, quelque chose que j'ai trouvé très drôle aussi, OpenJDK a passé son code à GitHub. Il était sur Mercurial. Je savais pas qu'il y avait encore des gens sur Mercurial. Sinon, en rafale, là, ce mois-ci, le 8 juin, Google Labs annonce un plugin VS Code pour Elidon, qui est un framework pour faire des microservices avec Java. On a Quarkus, qui va être en version 1.13 finale, qui va sortir en version 2.0, je pense, d'ici la fin du mois. Spring Framework, qui est rendu en version 5.8.3, puis Java 17, qui est disponible pour des tests en phase Ramp-Down, phase 1. Puis la version stable devrait être disponible en mi-septembre, environ 14 septembre. Puis on a appris aussi qu'il y a eu la formation du comité d'experts pour les spécifications de Java 18. Les spécifications devraient être publiées en mars de l'année prochaine. Il y a encore Brian Goetz, que vous connaissez sûrement chez Oracle, qui est un des gros de Java, dans le monde de Java. Puis cette année, on est en 2021, il y a Java Magazine qui a commencé en 2011. Fait qu'on est rendu à 20 ans de Java Magazine. Ça ressemblait à ça pour mes nouvelles. Je relaisse la balle à Michel. Je ne sais pas si tu voulais faire un petit mot pour clôturer le tout. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était notre première édition du Jog. N'oubliez pas de nous écrire si vous avez des suggestions de sujets que vous voulez entendre parler ou si vous voulez vous impliquer dans le Jog. Je vous remets ici la petite slide. Donc, c'est québec.jog@gmail.com. Puis, le site web, c'est québec-jog.org.